Et si on plongeait ensemble dans cette vidéo au cœur de l'Union Européenne? Vous savez, l'histoire qu'on nous a racontée sur cette Union Européenne, cette belle fable pour manuel scolaire, paix, solidarité, ensemble on est plus fort, projet de civilisation, on s'aperçoit de plus en plus que la réalité c'est une espèce de méthode très précise, étape par étape, pour transférer les pouvoirs des États vers une structure supranationale qui n'est contrôlée par personne au suffrage direct. Voilà, c'est ça. C'est écrit noir sur blanc dans les textes depuis les années 50. Alors, tout commence après 1945. L'Europe est en ruine, les États sont dépendants des États-Unis, et il y a une espèce d'idée dominante dans certaines élites, c'est plus jamais une grande puissance européenne indépendante qui pourrait échapper au contrôle. Et c'est dans ce contexte qu'en 1950, M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères à l'époque, propose de mettre en commun le fameux charbon et l'acier, de la France, de l'Allemagne et de quelques autres pays, dans une espèce de structure appelée Communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA. Alors sur le papier, c'est de la coopération économique, mais dans les faits, on crée déjà une haute autorité supranationale qui fixe les règles pour les États avec un pouvoir au-dessus des parlements nationaux. C'est la première brique, accepter que certaines décisions se prennent ailleurs que dans ton propre pays. On est en 1957, deuxième étage de la fusée, traité de Rome. Alors, on crée la Communauté économique européenne, la fameuse CE et Euratom. Dans le préambule du traité, les signataires écrivent noir sur blanc qu'ils sont, écoutez bien, déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Fin de citation. Et cette phrase, c'est pas un accident. Cette phrase va être répétée dans tous les grands traités derrière. L'objectif officiel, dès le départ, c'est un processus permanent d'intégration. Pas un simple accord commercial qu'on pourrait arrêter. Non, 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 non. L'outil, c'est le marché commun, la suppression progressive des frontières économiques, et déjà l'idée d'un droit communautaire qui s'impose aux droits nationaux. On arrive à la fin des années 50, on installe donc la commission de la CE, donc la commission de la Communauté économique européenne. Le premier président, c'est Walter Hallstein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un juriste allemand, proche de la CDU, un parti allemand, nommé en 1958. C'est lui qui va pousser très loin l'idée d'une commission forte, quasi-gouvernement européen, avec un droit d'initiative législative. Il a un parcours pendant la période naze qui fait quand même débat. Il n'est pas formellement membre du parti, on peut dire ça, hein, mais il a participé à des organisations professionnelles qui sont liées étroitement au régime, et sa carrière n'a pas été brisée sous le Troisième Reich, non. Ce qui compte politiquement, c'est qu'après 1945, il défend une ligne claire, une communauté où les États transfèrent des compétences et où la Commission devient le moteur de cette intégration. Alors très vite, un conflit va éclater avec un chef d'État qui, lui, voit le danger arriver. On parle bien sûr du général de Gaulle. Dans les années 60, il va s'opposer à la dérive supranationale et à l'idée que la Commission prenne la main sur l'agriculture ou la politique étrangère. Et c'est là qu'on appelle la période de la crise de la chaise vide. La France va boycotter les institutions pour refuser le passage à vote à la majorité sur certains sujets. Alors cette crise va se terminer par le compromis de Luxembourg en 1966 qui, en théorie, permet à un État de bloquer une décision quand ses intérêts vitaux sont en jeu. On est encore dans une Europe où chaque État garde un droit de veto très fort à cette époque-là. Mais ça va changer. Parce que pendant que les dirigeants nationaux discutent, la Cour de justice construit tranquillement un truc qui va être colossal, la primauté du droit européen. Et en 1964, dans l'arrêt Costa, contre Enel, la Cour explique que le traité de la CE a créé son propre ordre juridique qui fait partie du droit des États membres et qui ne peut pas être contredit par une loi nationale ultérieure. En clair, quand il y a un conflit entre une loi votée par ton Parlement et une règle européenne, eh bien c'est la règle européenne qui gagne. Voilà. Cette primauté n'a jamais été expressément écrite dans les traités de l'époque. C'est la Cour qui la proclame et les États qui finissent par l'accepter de facto.